seule conclusion logique qui se dégage de tout ça, poussé à la sortie par le fameux François Mitterrand, auquel il est opposé depuis les années de Gaulle, au plus tôt depuis 1965, on remarque que Ahidjo, justement, essaye, par un jeu de coude, d'essayer d'établir une préséance de l'UPC sur le palais des taudis. C'est-à-dire Paul Biya est président, lui il est chef de l'UPC, mais il ne laisse pas Paul Biya respirer. De l'UNC, pardon, il ne laisse pas Paul Biya respirer. L'UNC exige, entre autres, que Ahidjo intervienne en dernier ou vienne en dernier lors de grands événements. En fait, de facto, c'est Ahidjo qui est toujours le président, même si de jure, Paul Biya s'est emparé du pouvoir depuis le 6 novembre. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas plutôt se dire que, comme on l'a vu avec Yaya Jammeh en Gambie, qui accepte que oui, je vais partir, j'ai perdu, mais qui, quelques instants plus tard, a du mal à lâcher prise et à laisser Adama Barrow prendre les rênes, ou encore ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire entre Ouattara avant le décès de Gon Coulibaly, qui dit que oui, je laisse la place au dauphin, et après le décès de Coulibaly, dit que non, 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 finalement, c'est moi la continuité. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt avoir une lecture selon laquelle Ahidjo, à un instant X de l'histoire, a bien voulu partir, mais parce qu'on est en Afrique et parce que les politiques africaines sont ce qu'ils sont, bah, ce n'était plus si agréable que ça de lâcher un pouvoir qu'il tenait depuis 2 décennies environ déjà, et que c'est plutôt François Mitterrand qui, d'une certaine façon, pour se venger des animosités ou des affinités qu'il y avait envers De Gaulle, et notamment du soutien ouvert, assumé totalement d'Ahidjo envers De Gaulle, entre autres lors des élections de 65. Est-ce que ce n'est pas comment dit, cet antagonisme-là plutôt qui a accéléré la chute d'Ahidjo, qui intervient évidemment quelque temps après la prise du pouvoir de François Mitterrand et qui s'inscrit en continuité avec les grandes affinités qu'on a vues plus tard entre François Mitterrand et Paul Biya? Est-ce qu'on peut parler de maladie comme cause du départ d'Ahmadou Ahidjo? Quand bien même il aurait été malade, on sait comment ça fonctionne en Afrique, la maladie ne pousse pas les présidents à la sortie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement quand on apporte cette autre lecture de la chose? Ben, écoute, tu poses une question rhétorique, c'est-à-dire qui n'appelle nécessairement pas de réponse, parce que la réponse est même dans le formulaire de la question. Exactement. Voilà, mais je vais répondre à l'intention de nos amis. Ce n'est pas à un observateur politique avisé comme toi que je vais apprendre que, comme disait Saint John Spears, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. On a des intentions et on a la réalité. Et on a les courtisans. Ahidjo voulait partir en 75 parce que le rapport de force lui obligeait. Mais je vous recommande les mémoires de Samuel Lebois, le dernier secrétaire général de la présidence d'Ahidjo, où les derniers jours, Ahidjo, quand il voit les manœuvres de Paul Biya, il lui dit, mais vous m'avez trompé depuis, vous avez été hypocrite. Parce que Ahidjo, Paul Biya est inquiet pour nous. Il a très peur. Il demande à voir Maurice Robert. Maurice Robert, c'est le patron de Faucilé. C'est l'homme qui a formé Faucilé à Dakar. Il représentait le SDEC. Le SDEC, c'est l'ancêtre de la DGSE, contre-espionnage extérieur français. Donc, Biya le reçoit et Biya lui dit, écoute, je suis inquiet parce que tous les services de sécurité ont été mis en place par mon prédécesseur. L'autre lui dit, il faut les doubler. Partout il y a un officier, tu en mets un autre. Donc, Biya commence à nommer des gens, ça tombe à l'oreille d'Ahidjo, Ahidjo l'appelle, Ahidjo est à la maison d'hôte là-bas, parce que théoriquement, Ahidjo devait habiter le lac. Mais Biya avait encore une cinquantaine de gens qui habitaient là-bas, y compris les Mémengos et tout. Donc, on l'a logé à la maison des autres, pas loin du palais et tout. Donc, il appelle Biya pour s'en aller. Mais la vérité est que Ahidjo était jaloux de son pouvoir. Et un dictateur ne quitte jamais le pouvoir de lui-même. En fait de maladie. Oui, là je suis absolument d'accord. En fait de maladie, Biya avait constitué une délégation pour aller le voir et lui dit voilà, on va faire venir des médecins. Vous voyez le genre de truc où vous avez quelqu'un, comme moi je viens chez vous, vous avez de la considération pour moi et votre portable disparaît. Et puis, vous ne vous imaginez pas que moi, je peux voler un portable chez vous. Et quand vous commencez à dire que vous avez perdu le portable, je suis le premier à vous dire, mais Wilfried, fouillez-moi. Vous allez dire, mais non, monsieur Dupont. La réalité, c'est que c'est moi le voleur.
Mais vous n'osez pas aller jusqu'à me fouiller. Biya vient dire à Idio, non, nous allons faire ceci, mais au fond du cœur, il ne veut pas que Aïdjo reste. Mais il joue les trucs, il est le premier à attraper le pantalon. Papa, ne nous quittez pas. Mais il veut qu'il parte. Mais Aïdjo, et c'est là où on voit les limites des détails. Il a beau être cultivé, c'est là où on voit le manque de cohésion de la rationalité. Parce que tu l'as très bien dit. Mais pourquoi pas mourir au pouvoir? Qu'on meurt au pouvoir ou en étant plus au pouvoir, c'est quoi la différence? Mais il n'a pas cette, comment on va dire ça, ce côté cartésien pour analyser la chose comme ça. Mais une fois qu'il se rend compte qu'on l'a floué, il bascule dans l'état animal, il devient l'état de bestialité et il veut se venger. Mais tu notes quelque chose de très intéressant en parlant de la primauté. Parce que sous Aïdjo était quoi? Il était chef de l'État, il était chef du parti, il était même chef du gouvernement. Biya était certes premier ministre, mais il n'était que l'animateur de l'équipe gouvernementale. Ce qui fait que les ministres passaient au-dessus de sa tête pour aller créer des habitats directement auprès du président de la République. Quand il démissionne, on a deux premiers remaniements. Biya va aller jusqu'en Gandera, attendre Aïdjo vient de Gawa. C'est eux qui procèdent ensemble au remaniement. On va trouver des gens comme Pierre Désiré Ngo et Joseph Charles Gouma qui vont en payer le prix. Parce que c'est eux qui disent à Biya, mais Paul, tu ne peux pas aller à une manifestation, attendre Aïdjo pendant 1 heure. Il n'est plus président de la République. Il n'est que chef du parti. Mais imagine si on avait le multipartisme au Cameroun et que tu devais attendre tous les leaders de partis politiques. Donc, l'information va tomber à l'oreille d'Aïdjo. Aïdjo va demander à ce qu'on se débarrasse de Pierre Désiré Ngo. Il va demander à l'obtenir. Et de Joseph Sandoumba. Mais c'est le 3e remaniement auquel Aïdjo ne sera pas associé parce qu'il y a une réunion prévue le 18 juin 1983 au lac. C'est là-bas qu'on veut procéder au toilettage constitutionnel en inscrivant la primauté du parti l'UNC au sein de la Constitution et dit que c'est le parti qui innove, qui propose la conduite de l'État. Désiré Ngo va dire à Biya, Paul, écoute, si tu y vas, là c'est bon, c'est quand tu en sors, tu n'es plus président de la République. Tu seras dépouillé de tes prérogatives et on te fera de toi la reine d'Angleterre. Donc Biya ne va pas, il procède à un remaniement le même jour, il enlève les caciques du régime Aïdjo. Aïdjo fuit, il va se cacher à Gawa, mais il bouge là-bas. Quand Mitterrand, ça il tombe que Mitterrand arrive au Cameroun, dans la foulée des internationaux de Roland Garros de France, Yannick Noah vient de remporter les internationaux de France. On lui a dit que Yannick Noah, son papa était camerounais. Il vient au Cameroun avec Yannick Noah. Tous les journalistes sont là. Mais personne n'est au courant qu'on est en train de préparer un coup d'État. Mais les services secrets français savent que les gens d'Aïdjo sont en train de préparer un coup d'État. Aïdjo va dire à Mitterrand va dire à Biya, on va voir Aïdjo en Gawa. Et il dit à Aïdjo, écoute, n'ose même pas ce à quoi tu penses, parce qu'on va te déterminer, etc. Il est prévu que Mitterrand parte avant des Garois directement. Mitterrand se tourne vers Biya, lui dit, je vais vous voir partir. Donc, Biya prend l'avion et il s'en va, et Mitterrand partira le dernier. Aïdjo ramasse ses bagages et il quitte le Cameroun. Il a plus de 5 tonnes de bagages, etc. On dit à Biya, voilà, il a pris ici, il a pris Biya, dit, c'est le parti. Et c'est le parti. Mais il ne sait pas qu'il ne remettra plus jamais. Oui, puisque la condamnation à mort par contumace intervient dans la foulée quelques mois plus tard. Au mois d'août. Au mois d'août. Effectivement. Je me souviens avec distinction, la veille, il y avait eu un match de football, la finale de la Coupe du Cameroun opposant Union à Canon. C'est la première du genre à laquelle va prendre part Biya en tant que président du Cameroun. Et le lundi qui suit, il y a un communiqué disant, mais quand on fait ce communiqué, en réalité, Aïdjo n'a rien essayé. Aïdjo est sur la côte d'Azur, enfin, en train de se soigner, et il reçoit un émissaire. De Biya. Il pense que Biya demande ses nouvelles. Non, Biya lui dit de démissionner, de lui céder la place, la présidence du parti.
Et il s'en ouvre à Émile Derlin Zinsou, ancien président du Dahomey, Bénin aujourd'hui. L'homme était ami à tous les deux. Et il lui dit, regarde, je suis ici pour me soigner. Biya m'écrit. Au lieu même de demander par courtoisie de mes nouvelles, il me dit de lui laisser le parti. Donc, Ahidjo lui répond, il lui dit, écoute, je viens au Cameroun dans un mois, je vais faire un congrès et à la faveur de ce congrès, je vais te passer la présidence solennellement. Et je sais qu'on a dit, pas question. Il ne faut pas que ce Wadjo revienne ici. Qui reste là-bas. S'il revient ici, il y aura des émeutes. Donc, dans la foulée, on va annoncer la découverte d'un complot contre la sûreté de l'État. Et on va condamner Ahidjo par contumace. Oui, effectivement. On est le 22 août 83 à ce moment-là et effectivement, Ahidjo ne mettra plus jamais les pieds au Cameroun. Mais Jean-Pierre, on ne peut pas négliger, on ne peut pas mettre en arrière-plan la France à ce moment-là, puisqu'il y a quand même 2 visites de Paul Biya à Paris quelques semaines après la prise du pouvoir, notamment début février 83, plus la visite de François Mitterrand en juin 83 à Yaoundé. Et on se souvient d'ailleurs que dans le discours de François Mitterrand, Ahidjo n'apparaît qu'une seule fois dans tout le long discours qu'il va citer. Et une fois qu'il a balayé le passif d'Ahidjo, qui a quand même été voilà un grand président qui a porté le Cameroun où il est aujourd'hui, c'est une ode à Biya jusqu'à la fin de son discours. Mais tout à fait, parce que quand il y a des inquiétudes, Mitterrand va dire à Biya, nous sommes à l'aise avec vous. Et voilà, il va même lui sauver la mise parce qu'en 88, il y a une tentative de coup d'État par les amis de Biya, les gens de sa région. Et Mitterrand va donner l'ordre au service secret de Déjouesla. Mais quand Mitterrand est élu, Ahidjo est en train d'achever les travaux du Palais de l'Unité, qui sera inauguré le 20 mai 1982. Ahidjo va quitter ce palais 6 mois plus tard. Mais il avait tenté de Mitterrand le prévu. Quand Biya arrive en France, quelque temps après qu'il soit devenu président, il est reçu à Latché, chez Mitterrand. Voilà, ils sont contents. C'est vrai que Ahidjo avait commencé à faire des bébés sur le dos de la France en s'émancipant un peu. Donc, est-ce que ça explique cela? Ou alors, nous sommes toujours dans la fameuse rancune de l'acquaintance d'Ahidjo avec les gaullistes? C'est pour moi la cause la plus probable, parce que, sauf à s'imaginer que la gauche et la droite en France pourraient se rapprocher, évidemment, c'est je vais pas dire divorce, mais c'est un antagonisme éternel. Et sachant que bon, comment dire, Mitterrand a été capable même de faire des alliances de circonstances, par exemple la volonté de défendre Ernest Ouandjé, alors que fondamentalement, même la France de Mitterrand traque les terroristes avec la même véhémence que la France de Giscard d'Estaing ou la France de Pompidou. Ça montre à quel point, évidemment, on est dans un règlement de compte personnel. Et sachant la docilité de Paul Biya, et tous les, comment dire, le départ de Paul Biya, lui le grand, les études politiques à Paris, comment dire, les mallettes quand je dis mallettes, je ne parle pas d'argent, je dis les valises vraiment de Louis-Paul Ojola, la manière dont il est déposé à Yaoundé. En fait, Mitterrand sait que quand je vais éjecter Amadou Ahidjo et que je vais récupérer Paul Biya, je pourrais faire ce que je veux. Le Cameroun pourra redevenir, enfin, comment dire, je pourrais me garantir l'idée selon laquelle le Cameroun, ou du moins mes rapports avec Paul Biya, ne me compliqueront pas la vie dans le but de maintenir le Cameroun en tant que chasse gardée, plutôt que d'avoir Ahidjo qui, même par simple règlement de compte personnel, pourrait ouvrir les bras du Cameroun à d'autres puissances, rien que pour le mal, comme on dit au Cameroun. Donc pour moi, en tout cas, pour la lecture qui se dégage de cette histoire et qui rend la chose facile à lire, c'est que il n'y a pas eu d'oubli, il n'y a pas eu de pardon depuis le milieu des années 60 jusqu'à la chute d'Amadou Ahidjo. L'opposition Ahidjo-Mitterrand, c'est une ligne continue qui fait que l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, comme il l'avait lui-même sous-entendu, sonne le glas de Amadou Ahidjo. Et la volonté d'Amadou Ahidjo de rester, de se pérenniser, se heurte à la superpuissance française qui lui fait comprendre que non, actuellement, tu n'as plus les cartes en main. Paul Biya contrôle l'échiquier politique en tant que président de la République et il peut se garantir la préséance de la présidente de la République sur le parti par le fait que moi, la France, ou moi, le chef d'État de la France désormais, je le soutiens. Donc, quelle que soit ton entreprise, quelles que soient les initiatives,
je ne vais pas m'y opposer. C'est entre autres la raison pour laquelle Mitterrand ne s'oppose pas fondamentalement à la double condamnation à mort de Amadou Ahidjo. C'est quand même quelque chose d'assez grave. Oui, Mitterrand reçoit Biya et il lui dit que c'était pas nécessaire. Biya fait marche arrière et on va commuer la condamnation, la peine, la condamnation à mort Une prison à vie. Voilà. Mais Mitterrand lui dit que ce n'était pas nécessaire et que pour la cohésion du tissu social du Cameroun, c'était pas nécessaire. Et dans le même temps, Ahidjo va faire des signes d'ouverture vers les nordistes. Il a, en tant qu'ancien haut fonctionnaire, il a une très bonne lecture, il a un maillage administratif, il connaît le Nord Cameroun. Il va jouer des dissensions des nordistes. Il y a des animistes là-bas, il y a des chrétiens qui gardent dedans à Ahidjo. Donc Biya va jouer sur ça. Il sait que les gens de Bagno et de Tibati se détestent. Bagno, c'est le fief de Saleh Ibrahim, l'ancien patron de la garde républicaine. À Tibati, on a des musulmans, mais on a aussi des chrétiens, on a des animistes qui détestent Ahidjo. En Gambéré, on n'aime pas les gens de Garoua. Les gens de Garoua ne supportent pas ceux de Maroua et vice-versa. Il va diviser tout ça. La province du Nord va exploser en 3 provinces. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un divorce entre les arabopeuls et les chrétiens. Il gagne ses élections à Yagua, il en est le citoyen d'honneur, il paye ses impôts là-bas, etc., etc. Donc vous venez au nord, où je suis natif de là-bas, vous allez voir que à un moment, tout le monde vote pour Biya, mais pour des raisons différentes. Donc il joue de cela. Jusqu'à ce qu'il y ait divorce en ce moment entre les populations et les élites, où les gens se sont aperçus. Il a lancé des morceaux d'os en leur donnant des choses. À un moment, on pensait que c'était les nordistes qui gouvernaient le Cameroun. Ils étaient au port de Loire, ils avaient l'administration territoriale, vous les trouviez un peu partout. Mais la population ne suit pas parce qu'il y a coupure entre toutes ces élites et les populations. Le peuple est réel. Alors, oui, j'ai fini. Je vais te laisser poursuivre, Jean-Pierre, parce qu'à la base, comme j'ai dit, moi, je ne venais pas parler. On s'était juste dit que si on monte et qu'on on ferme le micro, ça va faire monter l'audience et les superbes leçons que tu donnes ce soir. Non, tu fais bien. Et puis tes questions me poussent à dire des choses que je n'avais pas prévues. Il faut revenir parce que il faut éclairer les jeunes. Bon, je ne vais pas partir, je reste là sur le panel, je ferme juste le micro pour que tu continues. Je vais quand même laisser une question, bon, je pourrais peut-être encore intervenir de temps à autre, mais je laisse quand même une question avant de refermer le microphone. Est-ce que tu peux nous donner un peu les détails de les circonstances, le contexte historique de la fameuse expression le meilleur élève de la France? Ça nous intéresserait, et surtout Momo, je pense. Voilà. Momo n'est pas parti. Hein. Alors, c'est la conférence de la Baule en 1990. C'est un discours qui a été rédigé par Éric Orsena. C'est un grand écrivain, mais il était conseiller culture à l'Élysée. Donc c'est lui qui a rédigé le discours de la Baule, le fameux discours de la Baule. Alors pour nos amis qui n'ont jamais été en France, la Baule est une station balnéaire en France. En 2011, Paul Biya a dépensé 600 000 € en une semaine avec sa navigation à la Baule. Donc, il y a la conférence consacrée à la Baule en 90. Le mur de Berlin vient de tomber. L'Union soviétique est en état de dislocation. Le vent de l'Est, comme on disait, soufflait. Et Mitterrand dit l'aide de la France, qui est ancienne et certaine, se fera plus généreuse à l'endroit des pays qui vont appliquer les préceptes de l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect de la presse, le respect des opposants, le multipartisme, etc. Chacun a son propre rythme. Mais cette aide se fera plus tiède vis-à-vis des États qui ne le feront pas. Alors, dans la salle, on a 3 réactions. On a Moussa Traoré du Mali qui se lève et qui proteste.
on a le président des Comores qui se lève et proteste, et il y a Issa Habré qui fait un véritable coup magistral de droit international à François Mitterrand. Voilà, les pays qui ont inventé le national-socialisme avec le fascisme, qui ont fait l'esclavage, la colonie, qui nous exploitent, qui achètent nos produits, etc., pas à leur juste prix. Quelques temps plus tard, Mitterrand demande à Déby qui est en exil au Soudan, qui va être président, bon, on enlève Issa Habré. On va assassiner Abdallah, le président de Comores, Bob Denard, il fait le travail. On va faire sauter Moussa Traoré, c'est ATT, Amadou Touré Toumani qui prend la place. Donc, hésite tous ceux qui ont fait la guerre. Le roi du Maroc qui boudait un peu, mais il va très vite revenir dans le rang par Bongo. Il avait demandé un prêt de 361 millions qu'on devait lui offrir. On lui a dit... Pardon? Hassan II. Hassan II, oui, c'est ça. Hassan II qui avait hébergé la dernière rencontre de Biya Mitterrand le 16 avril 1987 à Agadir. Ça s'est fini par la bagarre. Aïdjo avait craché au visage de Biya. Je vous raconterai ça une autre fois. Donc, Hassan II avait demandé un peu de 361 millions de dollars. C'était approuvé, mais comme il a fait la gueule là-bas, on lui en prête un. Le Bongo est venu le soir dire à Mitterrand, non, lui n'est pas contre ça, bon, etc. C'est en allusion à cette recette que, une année plus tard, parce que Aïdjo Biya a refusé la conférence nationale au Cameroun, il dit que la conférence nationale pour le Cameroun n'a pas d'objet. Donc, il va à l'Élysée, après un déjeuner copieusement arrosé, il est sur le perron, et il dit, je suis le meilleur élève de François Mitterrand. Il ne dit pas l'enfant, de François Mitterrand. Traduction, je suis celui qui applique intégralement les préceptes de la bolle de François Mitterrand. Donc, en gros, c'est la bolle qui dit à Paul Biya que, au fait, il y a, parce qu'il faut qu'on soit clair dans quelque chose qui alimente les débats au Cameroun de manière assez loufoque, c'est Paul Biya n'est pas conscient que l'heure est à la libéralisation de la parole. Dans le mur s'est effondré en novembre 89 en Allemagne. Au début des années 90-91, l'énorme bloc de l'Est de l'autre côté du rideau de fer s'éclate. Les gens prennent de plus en plus leur autonomie, que ce soit à l'échelle des pays ou à l'échelle des personnes. Maintenant, dans le cadre des pays africains, on dit à tous les dictateurs, tu as cité Moussa Traoré, l'homme qui, sur ordre de la France, a justement chassé Modibo Keïta du pouvoir et flanqué en prison. Ils sont habitués à piétiner comme ça l'opinion populaire, à piétiner comme ça la liberté publique et à interdire les représentations politiques. D'ailleurs, Paul Biya revient pour multipartisme qui avait été aboli, on va dire, dans les années 60 au Cameroun avec la création de l'UNC. Donc, en gros, ce que tu nous dis, c'est que c'est Mitterrand qui rappelle à tout le monde, y compris Paul Biya, que, hey, au fait, vous devez y appliquer l'état de droit, vous devez appliquer la démocratie. Je précise tout cela parce que les défenseurs de Paul Biya nous ont fait comprendre que Paul Biya, selon ses propres paroles, a tenu à ce qu'on retienne de lui l'homme qui a amené la démocratie au Cameroun. Est-ce donc François Mitterrand, à travers le discours de la boule, qui ramène la démocratie et le multipartisme, ou est-ce une idée de Paul Biya qui réalise que non, tous les hommes ont le droit d'être traités d'égale valeur? Quelle est la vérité historique à ce niveau? C'est Paul Biya, le père de la démocratie, ou alors la démocratie lui a été, ou du moins le multipartisme, quoique de façade, mais le multipartisme quand même, lui a été imposé par la métropole coloniale. Le multipartisme lui a été imposé et Alléluia. Ça lui a été imposé et quand il rentre au Cameroun, ceux qui étaient au Cameroun, vous allez voir des gens comme les Imam Basile commencer à défiler à Yaoundé. Non, non au désordre, on ne veut pas la division ici, etc., etc. Paul Biya, c'est un homme du passé. C'est un homme du passé et c'est un homme d'un loup passif. Momo me posait la question tout à l'heure de savoir pourquoi est-ce que j'ai dit de lui que c'est un enfant naturel du Paul Oudouva. Mais parce que Paul Biya, c'est un colon. C'est quelqu'un qui méprise les Camerounais. C'est-à-dire que c'est un colon à la peau noire. Il vit détaché des Camerounais, mais lui, il est ailleurs. Et il a du pouvoir, une conception de vassal et de supérieur.
Et donc, quand Mitterrand lui a dit cela, lui pense que la démocratie, c'est partager le pouvoir aux gens des différentes régions du Cameroun. Voilà, et puis que ça suffit. Voilà, vous pouvez l'insulter de temps en temps, il peut consentir à cela, mais non, pas du tout. C'est pas la démocratie lui a été imposée, et Mitterrand lui avait dit, c'est Mitterrand qui lui a dit, ne mettez jamais quelqu'un en prison, un journaliste ou un écrivain. Ne le faites jamais. Vous pouvez, vous pouvez ignorer, ça va rien vous faire, du moment où machin. Mais Paul Biya, lorsqu'il a fait fouetter Samuel Eboa, Mitterrand s'en est ému. Il lui a dit, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Il a fait rechercher Senghako pour le fouetter, Senghako s'est caché, mais Senghako a écrit à Mitterrand, parce que Mitterrand connaît Senghako. Senghako, qui est l'auteur, le véritable auteur de ce que vous appelez le libéralisme communautaire, qu'on attribue à Paul Biya. À Paul Biya, frauduleusement, en 87. Voilà. Mais ce sont les écrits de Castor au sein des Afana, à l'UNEC. Parce que quand on a refusé, le gouverneur André Soukado a bourré les urnes pour interdire Oumnobé de légitimité des urnes, il lui fallait trouver un prétexte pour aller pétitionner à l'ONU. Et ce sont les étudiants camerounais de l'UNEC qui vont lui trouver quelque chose. Henriette Ekoué est vivante, elle peut vous en parler. Ce sont les travaux de l'UNEC condensés par Castor Ostandé Afana et les autres, parce qu'à un moment, Senghako a été le patron de l'UNEC aussi. C'est ça condensé qu'il a fait avec un cribien dont j'ai oublié le nom. C'est ce qu'il met. C'est lui qui crée le RDPC. Bon, peut-être que je m'égare un peu, mais bon, ramenez-moi... Non, pas du tout, c'est important, tu ne t'égares pas du tout. Tu ne t'égares pas. L'histoire de notre pays est une toile d'araignée où tous les filets sont interconnectés. Voilà, donc c'est lui qui va créer ce que vous appelez le RDPC. À l'origine, il veut créer quelque chose sur le modèle du parti gaulliste, Rassemblement du peuple français, donc il veut faire un rassemblement du peuple camerounais. Mais les tribalistes qui sont là-bas ne veulent pas qu'il ait la paternité. Donc, on va décaler le dé pour changer. Mais c'est lui qui donne l'idée de faire Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et il lui dit, parce qu'il était un penseur, un idéologue de l'UNC, il lui dit, voilà, les Camerounais ont évolué. Il faut évoluer avec eux et s'adapter et faire meilleur culpa. Le discours que Mathieu Kérékou a lu à la conférence nationale au Bénin, et qui a fait que des années plus tard, on a pardonné, on l'a ramené. Mais c'était un discours qui a été rédigé par Singapour. C'est le même discours qu'il voulait déjà lire à Bamenda en 85. Les Joseph Ouna ont dit, mais tu parles de quoi? Tu parles de machin. Donc, Paul Biya n'est pas un homme, c'est un dictateur. Ce que les jeunes oublient, quand vous parliez d'ouvrir les archives, mais on n'ouvre pas les archives d'un côté unilatéral. Si toi, Wilfried, toi et moi, on a fait une transaction, et on doit ouvrir les archives. Je ne peux pas les ouvrir unilatéralement. Il faudrait qu'on te demande ton avis, parce que toi, tu es impliqué à cela. On ne sait pas quel préjudice ça va te porter. Donc, quand les Camerounais disent aux Français, ouvrez les archives, il faudrait que la partie camerounaise donne son accord. Parce que là-dedans, vous avez encore des acteurs qui sont vivants. Paul Biya était certes un haut fonctionnaire, mais il est dans les coulisses du pouvoir depuis 1962. Paul Biya sait comment on a condamné Ernest Wendy. Il sait beaucoup de choses qui se sont passées. Il est là aux affaires depuis 1962. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas autoriser parce que forcément, ça va l'éclabousser. Quand les gens comme Elie Bilobe passent et traitent Ernest Wendy de bandit, dans un pays normal, c'est qu'il a à répondre. Mais on ne répond pas parce que ces gens sont en mission, parce qu'on sait ce qui s'est passé. Quelqu'un me parlait de Pondo l'autre jour. Est-ce que vous savez que le jour de l'assassinat de Pondo, Paul Biya et Jean Irin étaient assis dans le salon de Pondo en train de fumer des cigarettes. Et que Fauchivé, comment on l'appelle, Grégoire Ouna, René Ouna, Barbe Du, sa dernière entrevue avec Fauchivé, il lui demande à Fauchivé où est-ce que Fauchivé a gardé les mégots grillés par Biya dans le salon de Pondo, le soir où Pondo était assassiné. Donc, quand Biya partira, il y aura d'autres archives qui vont s'ouvrir. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est naturellement porté à la libéralisation de la parole. C'est un dictateur. Et donc, pour répondre directement à ta question, oui, Mitterrand va lui opposer, va lui imposer la démocratie, un semblant de démocratie. Mitterrand le fait pourquoi? Il y a deux tactiques.
rappelez-vous la conférence de Brazzaville. Il y avait un truc qui s'appelait euh, un comité de libération nationale. C'est à la tête, les gaullistes étaient là. Mais nous sommes en 44, c'est-à-dire que la France est encore sous occupation allemande. Mais De Gaulle est conscient que si la France perd son empire colonial, c'en est fini pour la France. Donc on commence à caresser les Africains dans le sens du poil en leur promettant des choses. Ce qui ne va pas plaire aux colons. Parce que quand vous entendez parler des événements de mai en 1950, mais c'est la résultante de ce qu'on appelle les états généraux de la colonie et qui vont provoquer les Africains. Mais quand je parle de ce qui se passe à Brazzaville, mais parlons de ce qui se passe en 90 à la mode. Mitterrand ne le fait pas parce qu'il adore les Africains. Il voit que le monde est en train de s'ouvrir. Les Américains avaient sous-traité le rôle du gendarme de l'Afrique à la France parce qu'il y avait la guerre froide. Maintenant qu'il n'y a plus la guerre froide, les Américains reviennent. Mitterrand s'est dit, si je continue comme ça, nous allons perdre l'Afrique. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est la conférence de Montpellier. Quand Macron réunit les chefs d'État à Montpellier, les gens à Montpellier ne réunit pas les chefs d'État, mais il réunit les Africains. Il sent que ça va chauffer. Donc, on anticipe le mouvement. Et c'est ce que Mitterrand fait à la bolle. C'est pas parce que Mitterrand est un démocrate qu'il aime pour les Africains. Il s'est dit, on va leur donner un peu de viande, ils vont se calmer. Alors vous êtes les représentants de la France-Afrique, lâchez un peu du lest, sinon nous tous, nous allons être emportés par le vent de l'Est. Bien, j'espère que les billéistes, donc, qui nous, enfin, les Camerounais de manière générale, pas seulement les billéistes, parce que ça, c'est une réalité historique qui vient d'être établie. Ils faisaient office de grand intellectuel à l'intérieur du RDPC et avant, à l'intérieur de l'UNC, l'Union nationale camerounaise François Sengakwa, c'est son nom tout entier. Et c'est à lui, enfin, on va dire, c'est peut-être lui-même qui attribue à Paul Biya la paternité du livre qu'il a écrit. Paul Biya ne s'est jamais assis pour écrire un livre. Je ne sais même pas s'il serait capable de finir 10 pages de ses propres doigts sur un clavier. Pour le libéralisme, pour le libéralisme communautaire, dont écrit par François Sengakwa. Et je vous, petite anecdote avant de remettre la parole à notre frère Jean-Pierre Dupont, comme il connaît très bien l'appareil gouvernemental, comme il connaît très bien l'appareil politique, l'appareil du parti-État, UNC et ensuite RDPC, lorsque, au début des années 90, François Senghor quitte le RDPC, il prononce une phrase qui doit mettre la puce à l'oreille à tout le monde. Sans citer un nom, il dit « La vermine, le ver est dans le fruit ». C'est-à-dire le mal que vous combattez là de je ne sais quoi. On vous dit les mouvements de résistance, l'UPC qui veut déstabiliser le Cameroun, les Bamileke, les anglophones, ou que sais-je encore. Non. Le mal, le vrai démon, il est à l'intérieur de la maison, il est dans le fruit. Et s'il ne cite pas de nom, c'est parce que vous êtes assez intelligent pour savoir à qui il fait allusion. Donc ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui vont nous expliquer la nature d'un homme dont ceux qui l'ont connu personnellement nous ont dit les yeux dans les yeux que non, le ver est dans le fruit. François Sengakwa, je crois qu'on est en 1990 au moment où il quitte le RDPC, à peine 5 ans après la formation de l'UPC, pardon, du RDPC, il dit là, il y a rien à prendre, il y a rien à espérer, le cancer est dans le corps, le cancer est dans l'organisme. Je trouve